Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au site rep numéro 132, nous sommes le 16 mars 2019 et le bilan de la semaine s'est assez sérieusement réduit. Alors peut-être as-tu une explication parce qu'il y a en particulier 2 journées où là il y a carrément eu pratiquement pas de violation du cessez-le-feu, ce qui est étonnant quand même. Hein. Ouais, bah bon là je pense que c'est lié au cessez-le-feu qui a été un petit peu poussé par l'OSCE parce que bon suite au carnage des premières 24 heures, Martin Sajdik, qui est quand même le chef de la mission de l'OSCE en Ukraine, a dit que le résultat de ce cessez-le-feu n'était pas satisfaisant. Oui, c'est le minimum. Très oui. diplomatique pour dire bon les mecs là vous déconnez un plein régime. Donc après ça effectivement le nombre de bombardements a chuté de manière assez drastique puisque du 9 au 15 mars 2019 l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 52 reprises, donc on a plus que moitié moins par rapport à la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 11 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là aussi une chute drastique, et 3 missiles anti-chars filoguidés par contre. Principalement sur la station d'épuration, la station de pompage de Vassilievka, ou ses employés. Je pense qu'à un moment donné, la milice de la DNR va faire un carton, hein, parce que... Oui, pour l'instant, on répond de manière ciblée quand il y a des positions de tir voilà, qui sont actives, etc. Mais ouais, je pense que ça va mal se finir quand même. Hein. Bon, le total des autres... des munitions tirées sur la semaine est aussi en très forte chute avec 372 munitions tirées au total, soit 4 fois moins quand même que la semaine dernière. Et ces tirs ont touché 20 localités de la République, donc là par contre ça bouge pas beaucoup, un petit peu moins. Mais enfin, il y a eu 4 violations durant les dernières 24 heures. Cette semaine, donc suite à ces tirs de l'armée ukrainienne, un soldat de l'RPD a été tué. On n'a pas eu de perte parmi les civils. Par contre, comme je le disais, la station de pompage de Vassilievka a de nouveau été la cible des soldats ukrainiens qui sont d'ailleurs particulièrement acharnés cette semaine sur tout ce qui est infrastructure civile. Entre autres le 13 mars, la 93e brigade, toujours celle-là, tiré au lance-grenades sur une équipe de réparation de la compagnie Haut du Donbass qui devait réparer l'aqueduc justement qui est à côté qui part de la station de pompage de Vassilievka, alors qu'il y avait un cessez-le-feu spécial qui avait été négocié pour faire les réparations sur l'aqueduc. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Par contre, l'aqueduc a été endommagé. Oui, forcément. Non, mais bon, c'est... Je te dis, de toute façon, si les observateurs de l'OSCE se retrouvent de nouveau sans douche, ils vont gueuler. Alors, après, vous gérez les mecs. Côté ukrainien, les pertes de la semaine seraient de 5 morts et 8 blessés, dont 3 morts dus au fait qu'un soldat ukrainien aurait fait accidentellement péter une grenade, se tuant sur le coup avec 2 de ses collègues. Je ne sais pas combien de sang il avait dans l'alcool ou inversement. Oui. Ou c'est peut-être un suicide, hein, parce que je pense qu'il y a des types qui doivent désespérer d'être dans cette situation-là. Hein. C'est possible aussi. Bon, ce qui fait qu'on n'est quand même pas très très optimiste ici, c'est la liste des armes lourdes notées par l'OSCE comme étant absentes des zones de stockage et les autres qui sont présentes sur la ligne de front. Alors de nouveau, on a... une incohérence totale entre les deux listes, ce qui montre qu'il y a un paquet d'armes qui sont absolument pas enregistrées comme devant être dans les zones de stockage. D'accord. Parce qu'elles sont notées sur la ligne de front, mais elles sont pas notées comme absentes des zones de stockage. D'accord. Donc il y a un problème là quelque part dans vos listes. Normalement, on devrait retrouver sur la ligne de front une partie tu vois, ce qui est sur la ligne de front devrait rentrer pleinement dans le bilan de ce qui est absent des zones de stockage. Oui, il y aura une correspondance, oui. Et là, ça correspond pas du tout. D'accord. Parce qu'on a noté donc 61 pièces, l'OSCE a noté 61 pièces d'armement lourd absentes des zones de stockage, où elles devraient se trouver d'après les accords de Minsk, je le rappelle. À savoir 28 obusiers automoteurs Akatia 152 mm, 3 obusiers automoteurs Grozny 422 mm, 22 canons anti-chars Rapirat 100 mm, 2 mortiers automoteurs Nona S de 120 mm, et 6 lance-roquettes multiples grades de 122 mm. Et alors,
Si on regarde ce qui est sur la ligne de front, on a 36 pièces d'armement lourd et on a 9 obusiers automoteurs Gvozdyka de 122 mm. Donc il y en a 6 de plus que ce qui est absent des zones de stockage. Ouais. Voilà. 24 chars d'assaut T-64, alors eux ils sont même pas du tout dans la première liste, et 3 mortiers automoteurs non-AS de 120 mm, donc un de plus que ce qui est absent des zones de stockage. Donc ça n'a pas l'air d'inquiéter l'armée ukrainienne, hein, en tout cas. Hein. Non, c'est plutôt l'OSCE que ça devrait inquiéter, parce que ça veut dire que leur liste d'armements qui devrait se trouver dans la zone de stockage est pas du tout à jour. Bon, et je pense que de toute façon qu'ils en sont... ils s'en étonnent plus, hein. Je pense qu'ils s'en étonnent plus. Je pense qu'il de pas grand chose concernant l'armée ukrainienne, hein, je veux dire. Ouais. Déjà que. Chars au pied des immeubles. Ouais. Et puis leurs propres drones détruits. Déglingués, leurs traducteurs qui travaillent pour le SBU. Enfin bon, tout va bien. Tout va bien. On va beaucoup parler de la situation en Ukraine, hein, parce que avec la campagne électorale en cours, ça devient de plus en plus folklorique. 15 jours, hein, c'est ça? C'est ce qui reste avant les élections. Ouais, c'est ça, 15 jours. Donc, on a eu un super délire. Enfin, j'hésitais à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, tellement c'est assez... mais bon, c'est gerbant. Donc, en fait, j'ai dit non. Ah, ouais. C'est plus gerbant que délirant, donc je l'ai gardé dans cette section-là. C'est les charmants propos de l'ex-commandant du régiment Azov, chef toujours actuel du corps national et député de la Rada, quand même. C'est un député du Parlement ukrainien. Ce cher Andrei Biletsky, c'est lui que tout le monde surnomme le Führer blanc. Ouais. Oui, préparez les sacs, c'est pour vomir. Voilà. Petite notif pour nos auditeurs. Parce qu'il nous a gratifié de cette charmante vision dans une interview pour le journal Apostrophe. Donc c'est un média ukrainien. Hein, donc ce genre de saloperies sont publiées dans les médias ukrainiens. C'est quand même révélateur. Il y a sorti, je cite, « Nous devons détruire le pouvoir de la Russie, y provoquer l'anarchie, peut-être une guerre civile, peut-être une guerre dans le Caucase, peut-être une crise sociale. Il existe de nombreuses options. Et au moment d'une telle crise, de réaliser un scénario croate, donc dans le Donbass, une courte offensive éclair qui, en termes du nombre de pertes, sera 10 fois plus faible que le nombre de pertes annuelles sur la ligne de contact. Mais nous devons d'abord affaiblir l'ennemi, puis une courte opération militaire est possible. » C'est l'assassin qui révèle en fait ses plans, quoi, sans problème. Alors, c'est magnifique, parce que donc il propose d'aller foutre le bordel en Russie. Donc, déjà ça en soi-même, déjà c'est... Ouais, je pense que c'est une entreprise qui risque de tourner en eau de boudin. Hein. Ouais, c'est ce qu'a dit quelqu'un qui a commenté quand j'ai publié l'article sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a dit bon, quand tu vois la peignée qui se prennent déjà contre des milices populaires, oui. Alors imaginez-les essayer d'attaquer la Russie. Il y en a un qui a dit ça va être sympa parce que là s'ils se retrouvent face aux soldats russes, on pourra repeindre les murs avec leur sang. Oui. Surtout qu'il y a pas mal de militaires russes qui sont exaspérés par la situation dans le Donbass. Hein. C'est pas le premier, hein, Père Biletsky, à nous sortir ces horreurs. Hein, parce qu'en plus de parler d'aller foutre le brin en Russie, il nous parle quand même d'appliquer le scénario croate. Hein, donc je rappelle, le scénario ou la solution croate, ça s'appelle une purification ethnique. Ça s'appelle l'invasion de notre territoire, et puis tu butes ou tu fais fuir toute la population qui est de l'ethnie qui va pas. C'est ce qui s'est passé dans la Krajina serbe. Ouais. Je dirais aller prôner l'application de ce qui est une purification ethnique, donc un génocide. Je vous rappelle, c'est un crime contre l'humanité. Oui. Dans n'importe quel pays un peu démocratique, hein, ce genre de propos, tu publies ça, normalement tu vas en tôle. Normalement tu es poursuivi. Hein, en France, ça s'appelle apologie de crime contre l'humanité, apologie de génocide.
appel à la haine interethnique, enfin c'est incitation à la haine interethnique, enfin tu peux le caser sous plusieurs trucs quand même, hein. Je veux dire ça, normalement tu finis en jonjon pour un truc pareil. Il y en a qui ont fini en taule pour moins que ça en France, hein. Puis bon, comme je dis, c'est pas le seul, hein, au niveau des délires, purification ethnique et compagnie. Je rappelle que le 23 février, c'est le procureur militaire en chef ukrainien, Matyos, qui a déclaré que l'un des centres scientifiques ukrainiens avait développé un programme de test de dépistage pour vérifier que les habitants du Donbass sont aptes à être de nouveau des citoyens ukrainiens après la libération de ces territoires. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Macron a une petite idée de ce qui se passe en Ukraine en ce moment là? Parce que non, mais il est occupé à skier là. Tu te rends pas compte, c'est important. Ah oui. Avant ça, en janvier, on avait eu le néo-nazi ukrainien Kochanski qui avait déclaré que si l'armée ukrainienne pouvait rentrer dans Donetsk et Lugansk avec des chars d'assaut, les habitants des deux républiques populaires devraient subir des rafles de masse, la répression et la terreur, et que ce n'est que dans de telles conditions qu'on pourrait ramener cette région au sein de l'Ukraine. Des grands démocrates, ces gens-là, quand même. Hein. Sur des populations qui sont présentes dans cette région depuis plusieurs siècles, hein, quand même, hein, à l'origine. Hein. Qui était présente là avant que ce truc qui s'appelle l'Ukraine, que le mot ne soit même inventé. Hein. Voilà. En octobre, on avait une candidate à la présidence, Bogoslovska, qui avait déclaré qu'après les forces de maintien de la paix de l'ONU, les fameux casques bleus, se soient rendus maîtres de l'ensemble du territoire du Donbass. Kiev donnera 2 mois aux habitants de l'RPD et de l'RPL qui étaient opposés à l'Ukraine pour quitter leur foyer et aller n'importe où. Ça, c'est quand même près de 90% de la population. Oui. Ça s'appelle un nettoyage ethnique. Voilà. Sinon, elle promettait de commencer dans les villes de l'RPD et de l'RPL un broyeur à viande. Très poétique. Ouais. C'est sympa, hein. L'image est franchement atroce quand même. Comme un morceau de steak. Ouais, non, mais c'est vraiment... en septembre, avant ça, on avait eu un néo-nazi ukrainien, Nitsoy, qui avait déclaré que les habitants de l'RPD et de l'RPL devraient réobtenir la citoyenneté ukrainienne après la libération par l'armée ukrainienne. Donc, on revient un peu sur les conneries de Matyos, hein. Et en août, on avait un ancien ministre ukrainien de la Défense qui avait révélé un plan de nettoyage du Donbass dans le cadre des accords de Minsk. Je vois pas, non, ça colle pas dedans. Hein. Non, pas vraiment. Non. Et en juillet, Azov avait appelé à l'arrêt des négociations et au début du nettoyage militaire du Donbass. Ouais. Voilà. C'est atterrant, hein. C'est difficile d'avoir un commentaire tout neuf, chaque fois nouveau, quand on a des trucs comme ça. C'est quand je vois des médias ou des défenseurs, des soutiens de Kiev contre la méchante agression de la méchante Russie, ce que vous appelez des nationalistes. Enfin, moi, quand je lis ce que ces gens-là racontent, c'est pas des nationalistes, c'est des néo-nazis. Hein. Ouais. Je veux dire, sont prêts à appliquer... sans hésiter plus d'une demi-seconde, les méthodes de leurs ancêtres idéologiques. Rafle, punition ethnique, assassinat de toute personne opposée à leur idéologie. Ouais. En gros, pour ces gens-là, toute personne qui ne pense pas comme eux ne mérite que de mourir ou d'être déportée. C'est le principe du fascisme, quand même. Hein. Bon, c'est ce qu'ont appliqué des gars, ces gens qui se revendiquent de Bandera, quand même. Hein, donc, côté néo-nazi, ils sautent quand même aux yeux. On appelle ça toujours pudiquement les nationalistes ukrainiens. C'est pas des nationalistes. Ouais, c'est du déni, de continuer de qualifier ça comme ça. Mais là, c'est quand même grave. Et le pire pour moi, c'est que ces gens-là ont le droit de raconter publiquement leur merde, leur idéologie dans les médias ukrainiens sans être poursuivis en justice. Ouais. Voilà. La démocratie ukrainienne, tant vantée par nos gouvernements. Là, la France, qui s'est bien ridiculisée à l'ONU, qui nous a sorti. Oui, c'est pas l'Ukraine qui a envahi la Russie, c'est pas l'Ukraine. Ils sortent une connerie. Non, mais fermez-la. Tout est bon pour, on dirait, travestir la réalité des choses. Hein. Non, mais voilà, je veux dire, si l'Ukraine est une démocratie. Je dirais qu'ils se ressemblent, ça semble. Hein. Ah, mais ça, si l'Ukraine est une démocratie,
on peut comprendre la dérive qui est en train de se produire en ce moment en France, Ouais, en avec France, la ça va être peut-être répression ça. des gilets jaunes, parce qu'il faut bien parler de répression. Hein. Ah oui, c'est de la répression, oui. Malgré les petits commentaires de Vierge effarouchée, Ouais, les délégations de Micron et de Castagnette. Bah oui. Enfin bon, moi quand je vois ça et leur petit plan sur la comète avec l'aide des casques bleus pour faire une purification ethnique en RPD en RPL. Maintenant, les gens comprennent pourquoi les deux républiques refusent cette mission de maintien de la paix qui s'est en fait qu'auparavant pour un gigantesque génocide. Comme l'a souvent dit Pouchiline et avant lui Zakharchenko, on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait en Croatie. Hein. Enfin, ce que les Croates ont fait, la solution croate, ce qu'ils ont fait dans la Krajina serbe et compagnie, on n'a pas oublié, quoi. Donc, non, on ne va pas laisser ça se reproduire ici. Et alors, on a aussi un charmant commentaire d'un député de la Verkhovna Rada, ce cher Vadim Rabinovitch, qu'on retrouve, qui a analysé sur le plateau de la chaîne 112, la chaîne de ce cher Igor Kolomoïski, les changements économiques survenus dans le pays suite à la révolution orange de 2004 et du coup d'État de 2014. Selon lui, à la suite du premier Maïdan, donc la révolution orange de 2004, l'Ukraine a perdu 10% de son PIB. Et qu'est-ce que c'est moins 10% du PIB Il a rappelé pour comparaison que pendant la guerre, l'Union soviétique avait perdu 4,5% de son PIB. Ce qui signifie que 10%, c'est un effondrement complet de l'économie. Il a dit qu'à cause du Maïdan de 2014, l'Ukraine a encore perdu 10% de son PIB. Donc son pourcentage est calculé en grivnia. Pour ceux qui se souviennent des chiffres que moi j'avais donnés. Moi j'ai donné des chiffres en dollars. Donc, parce que c'est le chiffre c'est comme ça que c'est calculé à l'international. On calcule le PIB en dollars, c'est ça la monnaie de référence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, ça évite justement, en ayant un référent extérieur, d'avoir un PIB qui peut sembler énorme alors que ta monnaie s'est dévaluée fortement. Ce qui est arrivé à la grivnia. La grivnia s'est cassée la gueule. Belle inflation, oui. Elle a perdu les 2/3 de sa valeur, donc forcément tu peux avoir l'impression que le PIB il a baissé que de 10%, mais en réalité si tu compares à une monnaie de référence qui est là le dollar, le PIB s'est cassé la gueule de moitié. Donc, c'est là qu'on voit pourquoi c'est important de calculer comme ça. Et donc elle a aussi perdu, en plus des 10% de PIB, il dit elle a aussi perdu 10% de son territoire, l'Ukraine. Et il dit donc par conséquent, quand ils disent qu'il y aura bientôt un troisième Maïdan, je dis voulez-vous détruire complètement l'État et qu'il n'y ait plus d'Ukraine, elle dont vous nous parlez constamment. Donc ça c'est à destination des néo-nazis ukrainiens là, qui sont en train d'appeler à mettre la tête de Porky sur une pique. Donc c'est bien là, les mecs sont quand même en train de flipper là quand même. Ils sont en mode non mais si vous faites ça vous allez détruire complètement le pays. Il a quand même estimé que les autorités actuelles veulent détruire le pays complètement pour couvrir les traces de leur vol à grande échelle. Oui. Ça se tient. Parce qu'il a quand même souligné que toutes les actions des autorités de Kiev se font au détriment du présent et de l'avenir de l'Ukraine. Il a également ajouté que les autorités du pays mentent constamment, disant que l'économie de l'Ukraine va mieux, que les investissements directs étrangers augmentent. Sauf qu'il a quand même rappelé qu'en 2018, ce montant s'est élevé à seulement 1,5 milliard de dollars, ce qui est le chiffre le plus faible des 15 dernières années. Et que ça montre clairement l'effondrement complet de l'économie de l'Ukraine dans tous les secteurs. C'est vrai que les néo-nazis ont particulièrement réussi leur coup de ce point de vue-là. On rappelle le blocus, le charbon, la fameuse histoire du charbon où ils étaient obligés de l'acheter via la Russie alors que... C'était du charbon du Donbass, mais 2 fois plus cher. Voilà. C'est comme le gaz qu'ils achètent soi-disant à l'Europe alors que c'est du gaz russe, mais qui paye $100 les $100 de plus, les 1000 mètres cubes. Les 1000 mètres cubes. Donc, c'est très logique, c'est très très logique. Il a été rejoint dans son analyse par le président du centre d'analyse ukrainien, Alexandre Okhrimenko, qui a dit sur Radio Sputnik
je suis tout à fait d'accord avec lui, si Dieu nous en garde, il y a un troisième Maïdan, ce sera le coup le plus dur pour l'économie. Alors il y aura certainement une crise, la chute du PIB, la chute des salaires, la dévaluation de la hryvnia, parce que tout Maïdan est vraiment une tragédie et cela ne peut pas être permis. Les problèmes de l'économie de l'Ukraine se sont produits seulement à cause du Maïdan, juste après le PIB a chuté de 17%. Et après la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne, il n'y a eu aucun effet positif sur l'économie, aucune amélioration du niveau de vie. C'est pour cette raison que le gouvernement essaye de ne même pas y penser. Aujourd'hui, la situation est telle que dans le meilleur des cas, l'économie ukrainienne ne pourra revenir au niveau de 2013 qu'en 2023-2025. C'est-à-dire que nous ne sommes toujours pas revenus au niveau de 2013. Et s'il y a un nouveau Maïdan, nous tomberons au niveau de 1991. Plus Est-ce que j'ai besoin alarmant. d'en dire plus? Ouais, plus alarmant, c'est difficile hein, quand même. Hein. Voilà, non mais c'est ce que je vous dis depuis des mois. Hein. Je veux dire, là c'est des Ukrainiens qui vous le disent. C'est un député et un analyste, un politologue ukrainien qui vous disent la même chose que moi. Non, l'accord d'association avec l'Union européenne, ça n'a rien apporté à l'Ukraine. S'ils ont des quotas ridicules, et c'est pas en fourguant des framboises et du miel ou du bois brut à l'Union européenne que l'Ukraine va s'en sortir économiquement. Yanukovych, là, aussi corrompu qu'il ait été, il était pragmatique. Voilà, il l'avait compris. Il avait compris. C'est pour ça qu'il avait refusé cet accord d'association. Parce qu'il avait bien vu que, il allait perdre le marché russe, qui était son marché principal, ouais. Et que ce qu'il allait obtenir de l'autre côté, c'était des miettes. Et l'UE proposait pour compenser à peine un truc genre un demi-milliard ouais. de dollars, enfin un truc vraiment ridicule. Ouais. De l'autre côté, la Russie lui proposait un accord où non seulement il gardait son marché principal, mais en plus l'Ukraine lui mettait 15 milliards sur la table. Oui, oui. 15 milliards de dollars sur la table. Donc Yanukovych n'était pas pro-russe, contrairement à ce qu'on te raconte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un politicien corrompu comme tous les autres. Oui, il obtenait plus de voix ici, parce que voilà... Mais je veux dire, c'est parce qu'il avait pu s'enfumer les gens ici qu'autre chose. Mais parce qu'il est issu de la région. C'est tout. C'est tout. Mais il n'était pas plus pro-russe que ça. Hein. Je rappelle qu'il avait foutu Timoshenko en tôle pour avoir conclu un accord de gaz avec la Russie qui était jugé défavorable à l'Ukraine. Bon, il y avait un petit peu des magouilles de Timoshenko aussi. Hein. Oui, mais voilà, je veux dire, ça montre bien qu'au départ, il n'était pas du tout plus pro-russe que ça. Je veux dire, il avait envisagé cet accord d'association. Mais quand il a eu la contre-proposition russe, il a pesé le pour et le contre, il a sorti la calculette et il a vu où était l'avantage du pays. C'est ça qu'il a payé, c'est son pragmatisme. Oui, parce qu'il n'y avait pas photo, il n'y avait absolument pas photo. Même pas. Et alors pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train de flipper? Parce que je vous disais que les néo-nazis là commencent à sortir du bois, hein, donc le père Biletsky avec ses plans sur la comète, mais pas seulement. Là c'est en train de partir en couille, mais sérieusement en Ukraine. Là Poroshenko peut plus se déplacer où que ce soit sans se faire traquer par les groupes néo-nazis, genre Corps National, etc. Il y a eu des affrontements très violents avec la police dans plusieurs villes. Ah ouais. Donc là, ils sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle là, de tous ces groupuscules néo-nazis là, qu'ils ont nourris et armés. C'est ce que j'avais dit. Encore une fois. Je lui ai demandé à changer de prénom pour Cassandre. En fait, on en arrive au point où le chaos qui a été engendré par le coup d'état du Maïdan est en train de devenir complètement hors contrôle. Alors j'ai fait une charmante petite comparaison. Alors je sais bien, les gens me disent mais qu'est-ce que t'as avec la série Game of Thrones? Parce que c'est une série qui montre bien justement tout ce qui est politique, comment dire, calcul politique, calcul politique, mensonge, mais aussi justement toutes ces techniques là, hein, parce que justement l'utilisation du chaos, il y a un personnage qui est vraiment emblématique de ça dans Game of Thrones, c'est Littlefinger. Hein, donc, pour ceux qui ont pas vu la série, donc c'est un conseiller du roi. Qui finit égorgé par... Voilà, donc désolé pour le spoiler, hein, donc il finit effectivement égorgé. Et c'est quelqu'un qui, en fait, il roule pas du tout pour le royaume, il roule pour sa gueule. Donc c'est quelqu'un qui veut arriver tout en haut, hein, il veut monter sur le fameux trône de fer, et il est prêt à tout pour ça. Et à un moment, en fait, dans cette série, il explique un jour à son rival, qui lui aussi conseiller du roi, mais qui lui essaye de faire le bien du royaume, qui est Varys, il lui explique, l'autre lui dit que...
le truc qui est vraiment à éviter, c'est l'instauration du chaos dans le pays, parce que c'est un précipice dans lequel le pays va tomber. Et Littlefinger explique à Varys que le chaos n'est pas un précipice, mais une échelle sur laquelle on peut grimper pour parvenir à ses fins. C'est une vision très arriviste du monde, qui a l'air d'être partagée par bon nombre de personnes impliquées dans le coup d'état du Maïdan, qu'ils soient américains ou ukrainiens. C'est pour ça que j'aime bien Game of Thrones, parce qu'en fait, c'est une série qui reflète très bien l'état d'esprit. C'est une série américaine qui reflète très bien l'état d'esprit d'un certain nombre de politiciens, en fait. Occidentaux, oui. Occidentaux. C'est vraiment leur mentalité a été transposée dans certains des personnages comme Littlefinger, et c'est très intéressant parce que les étudier, ça te permet en fait de comprendre. C'est une immoralité qui est aussi associée à un manque d'intelligence évident, hein, parce que c'est un suicide. Hein. Enfin, il faut avoir un petit peu du jeu, il faut avoir un peu d'anticipation. Et comme tu le disais toi-même, puisque tu n'arrêtes pas de le répéter depuis un nombre de mois, voire des années, que cette situation allait finir par arriver, et elle arrive. C'est juste parce que tu as les bonnes informations, et tu les as en quantité, elles sont récurrentes, et donc la conclusion est évidente. Donc pour eux aussi, ils auraient dû l'être. Et puis je les ai analysés en regardant à du long terme. Voilà. Et mais pour eux aussi, elle aurait dû être évidente. Mais non, mais ils pensent pas en termes de long terme, et comme Littlefinger, je pense qu'ils vont très mal finir, hein, parce qu'ils ont l'air de commencer à découvrir que le chaos, c'est pas une échelle, mais c'est une force qui est complètement incontrôlable et qui finit par détruire ceux qui font mumuse avec. Hein. Et je pense que c'est ce qui va se passer hein, pour tous ceux qui soient américains ou ukrainiens, cette bande d'arrivistes qui ont cru qu'il était possible d'utiliser sans fin le chaos pour se hisser jusqu'à leur objectif en utilisant les cadavres des victimes de ce chaos comme les barreaux d'une échelle. Mais comme Littlefinger, hein, qui a mal terminé, comme on l'a dit, hein, ils ont oublié que le chaos n'est pas une force qu'on peut contrôler. Hein. Tu peux contenir un petit peu les débordements gênants pendant un certain temps, mais il y a un moment où la réaction en chaîne des événements devient complètement incontrôlable, parce que le chaos engendre le chaos. Hein. C'est comme un énorme incendie sur lequel tu fous de l'essence. Quoi, hein. C'est un peu ça l'idée. Ça finit par détruire tous ceux qui ont pensé pouvoir jouer avec. Et c'est là tu as l'impression qu'ils sont en train de commencer à se réveiller, là, qu'ils sont en train de commencer à entrevoir cette leçon-là en Ukraine, parce que bon, parce qu'ils sont simplement le nez dedans. C'est-à-dire que là, c'est même plus une question de réflexion, ils le constatent. Voilà, oui, parce que là, après donc, ce fameux scandale dont on avait parlé, hein, de ces pièces détachées qui étaient soit volées dans les stocks ukrainiens, soit récupérées en Russie, certainement via des réseaux de corruption, et qui étaient revendues avec des surcotes de 300% à l'armée. Donc ces scandales ont provoqué des affrontements, comme je le disais, entre les groupes néo-nazis et la police. Et là, effectivement, une fois qu'ils se sont retrouvés avec le nez dans la merde, là, les analystes ukrainiens ont commencé à se réveiller. Et ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. On a eu ainsi le député de la Rada et ancien journaliste Mustafa Nayem qui a écrit sur son blog que le scandale de corruption concernant ce trafic de pièces détachées pour l'armée et l'attaque de l'administration présidentielle par le corps national, hein, donc je rappelle ce petit groupe paramilitaire néo-nazi issu du régiment Azov et qui est sous contrôle du ministère de l'Intérieur. Donc là ça commence à devenir intéressant. Quand je vous dis c'est Game of Thrones mais version ukrainienne, hein. C'est vraiment ça. Parce que ce groupuscule qui appartient au ministère de l'Intérieur a quand même eu des affrontements violents avec la police, qui elle aussi dépend du ministère de l'Intérieur. Vous commencez à le voir, le merdier ? Vous commencez là à le voir que le petit scénario du chaos contrôlé, en fait, c'est complètement hors de contrôle là. Vous avez la main droite qui est en train de taper sur la main gauche. Ça devient un beau bordel quand même. Hein. Comme je l'avais dit, hein, donc tous ces scandales de corruption commencent à éclater et à éclabousser Poroshenko. Hein. Bien entendu, Timoshenko et Zelensky, les principaux concurrents de Porky, ont sauté sur cette occasion pour demander la destitution de Poroshenko et ils lui ont promis, comme je l'avais dit, de le foutre en tôle. Bon, en temps normal, ça aurait dû en rester là. Hein. Petite magouille politico-politicienne habituelle. Mais,
C'était sans compter sur ces fameux groupes néo-nazis et leurs petits relais au sein de l'appareil d'État, à savoir le ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov. Je rappelle que depuis le Maïdan, tout le monde, américain et autorités ukrainiennes, joue avec ces groupes pour obtenir ce qu'ils veulent. Hein. Je rappelle que c'est eux qui ont permis au coup d'État du Maïdan d'avoir lieu. C'est eux qui ont assassiné des dizaines de personnes à Odessa en mai 2014. Et ce sont eux qui ont commencé la guerre dans le Donbass en tirant sans hésitation sur des civils désarmés, là où l'armée ukrainienne refusait de le faire. Le petit problème, c'est qu'à force de laisser ces mecs faire tout ce qu'ils veulent, y compris des crimes, de leur fourguer des armes, etc., puis de les laisser prendre un petit peu leur indépendance, au bout d'un moment, ils finissent par imposer leur agenda. Ouais, c'est clair. Ce qu'ils ont déjà fait plusieurs fois. Je rappelle quand ils ont fait des manifestations violentes où ils ont même largué une grenade au beau milieu des policiers, ils ont tué des gens. Hein. Il y a plusieurs années en arrière, lors du vote à la Rada concernant l'autonomie du Donbass, ils ont empêché le vote de la loi comme ça. Le blocus dont tu parlais, le blocus total du Donbass, c'est eux qui ont commencé ce truc-là. Et Poroshenko, n'arrivant pas à les déloger, a fini par s'approprier le blocus et à le légaliser pour reprendre la main, justement, hein, comme Littlefinger dans Game of Thrones, quand des fois il essaie de reprendre la main sur les situations quand ça commence à échapper à son contrôle. Hein, voilà. Mais là, il y a un moment où ça devient ingérable. Et c'est ce qu'a l'air d'indiquer, c'est quand même ces heurts entre le corps national et la police ukrainienne, il n'y en a pas eu qu'un, hein, donc je te dis, là, ça se multiplie, il y a eu plusieurs villes où ça a dérapé. Les analystes sont pas tous d'accord sur l'interprétation à y donner. Il y a eu un auteur sur la chaîne Telegram Hyperloop qui a dit que lui, il craignait que le régiment Azov et le corps national échappent au contrôle du ministre de l'Intérieur. Mais pour lui, ces affrontements sont le signe qu'Avakov joue un double jeu, hein, en envoyant le corps national attaquer Poroshenko tout en faisant semblant de le défendre avec la police. Ouais. Je suis pas aussi sûr que lui. Cela dit, Porky est quand même très 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 mal en point. Hein, parce que il est très mal en point, et puis en plus, comme le dit l'auteur, il en est responsable. Hein, donc il a dit que Poroshenko n'est même plus acculé, là, il est carrément traqué comme un lièvre dans tout le pays. Donc, ça vous donne quand même... Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Et il dit non seulement pour ça, il peut remercier Arsène Avakov, le ministre de l'Intérieur, mais surtout lui-même, hein, parce qu'il a dit quand même que il a réchauffé la vipère d'Avakov sur sa poitrine et le cobra de Biletsky au nom de leur art. Hein, donc, il a dit, voilà, pour s'assurer d'avoir une milice, on va dire, extra-légale, voilà, il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et donc pour lui, c'est un combat entre la main gauche et la main droite du ministère de l'Intérieur. Il dit que semble-t-il Porky a toujours le contrôle du SBU. Mais il dit que s'il y a un sabotage de la police, ça annulera toute mesure de sécurité et le président pourrait se faire encore arracher la tête avant le 21 avril. Ouais, parce qu'il y a des gens quand même qui sont expérimentés en termes de guerre. Hein, il y a des gens qui sont entraînés. Hein. Tous ceux qui ont combattu dans le Donbass, il y a un paquet de vétérans de l'OAT parmi ces trucs du corps national. Hein, je veux dire, ça, les escadrons nationaux, tous ces trucs-là... il y a un bon paquet de vétérans de ce qu'ils appelaient l'opération antiterroriste. Donc, on a vu les méthodes que ces gens-là ont employées ici, donc je pense que ça ne les dérangera pas plus que ça de les appliquer à Poroshenko. Oui, c'est clair. Voilà. Donc l'auteur de ce truc-là, il met pas son nom, hein, mais il a conclu donc en disant que la situation pourrait échapper au contrôle d'Avakov à cause des victimes que ces affrontements font des deux côtés, entraînant une inimitié qui sera difficile à calmer par après, et surtout à cause de l'indépendance excessive des groupes néo-nazis depuis quelques années. Bon, pour Naïm, CER indique qu'Avakov a déjà perdu le contrôle des groupes néo-nazis qui dépendent de son ministère. Il a expliqué qu'Avakov savait que le corps national allait manifester, mais qu'il pensait garder le chaos et les manifestations sous contrôle. Il dit que Poroshenko aussi savait que tous ses proches s'en foutaient plein les fouilles avec ce trafic de pièces détachées, mais il avait oublié la possibilité que des journalistes aient le courage de publier l'information. Bah oui. Et pour Naïm, ces erreurs de calcul vont avoir un coût très élevé pour le pays. Et il prédit que donc, ces incidents vont se multiplier à l'avenir. Donc c'est ce qu'on voit, hein, parce qu'au moment où j'ai publié, il y avait eu seulement 2 affrontements. Là, maintenant, ça continue. Hein, il ne peut plus aller où que ce soit, Poroshenko. Là, il a été faire un discours devant des militaires. Il a fait son petit discours officiel. Il s'est barré vite fait. Il n'a même pas discuté avec eux. Il est très mal vu. Hein.
Ils essayent de soudoyer d'ailleurs les soldats pour voter pour Poroshenko. Oui. Ouais. Donc là, la crainte de Naïm, c'est que chaque groupe va essayer de tirer avantage de cette confrontation entre l'administration présidentielle et le ministère de l'Intérieur. Ces incidents pourraient très clairement gravement dégénérer. Hein. Ils sont quand même bien armés, tous ces groupes paramilitaires qui se sont développés en Ukraine depuis le Maïdan. Un autre député de la Rada, Sergei Leshchenko, a partagé le pronostic de Mustafa Naïm sur la perte de contrôle de la situation par Avakov. Il semble que Poroshenko essaie désormais de le dégager parce qu'il n'est pas loyal à Poroshenko. Et que pour arriver à frauder massivement l'élection, Poroshenko a besoin d'un ministère de l'Intérieur loyal. Ah oui. Peu dans la merde. D'ailleurs, en termes de fraude, truc très marrant, l'Ukraine n'installera pas de caméras dans les bureaux de vote. Ouh, bah oui, bah voilà. Hein. Voilà, ça, je rappelle qu'en Russie c'est le cas. Hein. En Russie, il y a des caméras partout dans les bureaux de vote qui permettent de surveiller et justement de détecter les fraudes. Donc le fait qu'ils ont refusé l'installation de caméras montre clairement qu'il faut se préparer à une fraude massive de cette élection. Je te dis, ils vont faire voter les morts, les gens qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas voter. Ils vont faire voter les gens du Donbass qui sont ici. Ils vont faire voter les Criméens. Enfin, il va y avoir une magouille. Il va y avoir une grosse magouille. En tout cas, il y a 2 événements qui ont l'air de confirmer le fait qu'Avakov a retourné sa veste et est prêt à trahir Poroshenko pour rester dans les cercles du pouvoir après les élections présidentielles, parce que Avakov a bien compris que l'autre va perdre. Oui, c'est bien parti pour ça, oui. Ouais. Alors ça, il a l'air d'être un espèce de disciple de Littlefinger. Je sais pas s'il a regardé la série, mais en tout cas, il applique ses préceptes à la lettre. Parce qu'il y a eu déjà les services d'Avakov, donc le ministère de l'Intérieur, qui a annoncé avoir découvert du matériel d'écoute électronique près du bureau de Volodymyr Zelensky. Vous savez, le concurrent qui est en tête dans l'élection, le comédien là, du matériel d'écoute. Ils ont signalé que le matériel était du même type que celui utilisé par les services de renseignement. La réponse du SBU s'est pas fait attendre. Ils ont ouvert une procédure contre Avakov pour divulgation d'enquêtes secrètes. Ils ont prétendu ne pas suivre Zelensky, mais un traître dont le nom n'a pas été fourni. Bon, bien essayé, mais ça a convaincu personne. Hein. Je pense que vous avez encore Je vous conseille de re-regarder Game of Thrones là, pour bosser votre crédibilité en termes de mensonges, parce que là, c'est une catastrophe. Mais ça montre bien que le SBU est resté fidèle à Poroshenko et qu'ils sont prêts à tout pour l'aider à dézinguer son principal concurrent, parce que c'est clair que là, Zelensky est très clairement en tête. Hein. Là, maintenant, il est à, je crois, 30% des intentions de vote ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, il est très loin maintenant devant Timoshenko et Poroshenko. Donc, il est dans la merde pour qui et donc, il est prêt aux pires méthodes hein, pour abattre son adversaire. Mais avec une telle différence d'intention de vote, je pense que ça va être extrêmement difficile de faire passer la fraude. S'ils fraudent massivement, là je pense qu'ils vont se taper un 3e Maïdan. Ouais. Là je pense que ouais. Là il y a un risque. On va voir, mais en tout cas Avakov a essayé de reprendre le contrôle sur la situation et entre autres sur la colère des néo-nazis ukrainiens. Et pour ça il a dû abattre ses cartes et se présenter publiquement comme un opposant à Poroshenko en dénonçant la façon dont ce dernier achèterait des votes avec l'argent du contribuable. D'accord. Il a expliqué que les gens de l'administration présidentielle envoient des militants voir les gens les plus pauvres, leur demander s'ils sont prêts à voter pour Porky, et si oui, ils vont à l'administration communale et ils les inscrivent sur une aide, sur une liste d'aides qui est basée sur un fonds public, quoi. Donc avec l'argent du contribuable, ils sont en train de filer 1000 grivnias, soit environ $38 par personne promettant de voter pour Porky. Et pour les soldats, c'est 500 grivnias s'ils votent pour Poroshenko. C'est bien, hein. Timoshenko aussi a dit que l'autre était en train d'essayer d'acheter des votes. Ouais. C'est un miracle si les élections se passent bien. Hein.
Oui, non mais bon, là on voit bien qu'Avakov essaie de reprendre le contrôle de la situation et de pas tomber dans le gouffre du chaos qu'il a lui-même alimenté. Hein. Il essaie de s'attirer les bonnes grâces de Zelensky en dévoilant le petit plan du SBU de l'espionner. Et puis il a essayé de calmer les néo-nazis en se posant en pourfendeur des fraudes électorales hein, pour essayer de ramener le calme parmi ces gugus au bras droit tendu. Mais ce que tous ont oublié, c'est que non, le chaos c'est pas une échelle. C'est un incendie. Plus vous jetez d'essence dessus, et plus il grandit jusqu'à devenir totalement incontrôlable. Et ça fait des décennies que les États-Unis et leurs marionnettes ukrainiennes ont jeté des camions-citernes d'essence entiers sur le chaos de l'Ukraine post-URSS pour prendre le contrôle du pays. Et que là, les flammes sont en train de ravager tout le pays, et ces adeptes de la doctrine de Littlefinger essayent d'éteindre certains des nombreux foyers d'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumés, avec des verres d'eau d'un côté, tout en continuant à déverser de l'essence ailleurs. Je vous rappelle donc comment votre charmant mentor finit. Égorgé, parce qu'il a été anéanti tout simplement par toutes les variables incontrôlables de l'immense équation du chaos qu'il croyait pourtant maîtriser. Je vous conseille de méditer un petit peu sur le sort de Littlefinger, parce que c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Voilà. Jouer avec le chaos, vous finissez par vous cramer. C'est comme jouer avec le feu. Hein. C'est pareil. Non, c'est pas contrôlable.